Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ces nouveaux rendez-vous en termes numériques, nouvelle formule, puisque habituellement ça se faisait en présentiel. Là, on le fait en distanciel pour la première fois. C'est une innovation. Mais l'avantage, c'est que on a des gens qui nous suivent de Suisse, que je salue, mais aussi des gens d'Afrique, puisqu'il y a des gens en Tunisie, au Maroc, on a des gens de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, de Djibouti et même d'Angleterre. Alors, effectivement, le but, peut-être juste un rappel sur les rendez-vous en terres numériques, c'était des moments un peu privilégiés qu'on organisait à peu près une fois par mois avec deux formules. Une formule en conférence en invitant des gens de premier plan. On a eu des gens par exemple comme Benoît Thielin qui était en charge de la fameuse commission numérique française. On a eu des profs comme Christophe Benavent qui nous a parlé de toute l'économie des plateformes. On a eu aussi des gens comme le professeur Isaac sur la data et la valeur, mais on a aussi des visites en fait d'entreprises un peu emblématiques, que ce soit Quantmetry en matière d'IA, on a vu Quant aussi, le lab d'innovation de Sanofi, etc. Donc effectivement, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, on vous accueille avec grand plaisir. Alors, le sommaire aujourd'hui, vous allez voir que déjà une introduction qui a pour but un peu de resituer où on en est aujourd'hui. Et puis, on va voir qu'il y a un certain nombre de défis à relever. Alors, tout ce travail, vous le verrez, est issu de travaux de recherche qu'on a nous-mêmes menés. Et le but, c'est d'arriver à partager avec vous un petit peu ce que la science et ce que les grandes études de ces 10-20 dernières années nous ont montré, de manière à pouvoir après en discuter, voire échanger avec notre direction générale. Alors pour commencer, évidemment, on sort, on l'espère tous, d'une phase quand même très particulière. La Covid a fait beaucoup de mal, mais elle a aussi fait faire un bond de 6 ans aux entreprises. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on annonce aujourd'hui qu'une entreprise sur trois a considérablement augmenté son budget consacré à la transformation numérique, d'après une étude de co-marketing. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, dans la mauvaise nouvelle que l'on a connue. Et puis, une étude qui est sortie en tout début de semaine, que j'ai voulu aussi vous évoquer, montre que 84% des entreprises se disent aujourd'hui digitalisées. D'ailleurs, si on prend toutes les études aujourd'hui qui circulent en France, en Europe, aux États-Unis, on peut le dire, près de 80 à 90% des entreprises disent au moins avoir initié le processus de transformation numérique. Alors, évidemment, la vraie question est de savoir quelles sont les réussites aujourd'hui et quels sont les facteurs clés de réussite, mais aussi les causes d'échec et où en sommes-nous aujourd'hui en matière de maîtrise justement de cette transformation numérique. Alors, on a mené un travail de recherche de près de 10 ans avec un institut qui s'appelle l'ISM, l'International School of Management, qui est un institut international, une des plus grandes fabriques de docteurs aujourd'hui et de PhD dans le monde, qui a la particularité d'être sur plusieurs continents en même temps. Et l'idée, c'était de passer en revue plus de 500 études et publications, dont les toutes dernières qui sont sorties sur le sujet. Et en fait, on arrive tout de suite à une première conclusion, c'est que les entreprises qui réussissent à se différencier, en général, manient bien ce qu'on va appeler les 3 leviers du numérique. Alors, vous verrez que ce qui est sympa dans finalement ces conclusions de ces travaux de recherche, c'est que on peut tout résumer à 3-3-3, ce qu'on appelle aussi la vision 333. Parce qu'effectivement, il y a 3 leviers qui sont vraiment aujourd'hui différenciateurs. Il y a aussi 3 pièges qu'évoquait Philippe. Et ces 3 pièges, malheureusement, empêchent nombre d'entreprises de générer cette valeur au travers de la transformation. Mais il y a aussi 3 facteurs clés de succès qui sont vraiment singuliers par rapport aux entreprises et vous verrez qu'ils changent du modèle managérial classique qu'on a l'habitude de voir. Donc le but, c'est tout simplement de passer en revue ces 3 leviers, ces 3 pièges et ces 3 facteurs clés de succès. Alors, le premier défi, c'est effectivement de connaître et maîtriser ces 3 leviers de transformation numérique.
Et là, on se heurte déjà dans les entreprises à une problématique de définition. On voit bien aujourd'hui que les notions d'informatique, de numérique, de système d'information sont pas forcément clairement définies et claires dans l'esprit, que ce soit des dirigeants, voire même des gens des systèmes d'information. Or, il y a des définitions claires qui existent et on va voir que les enjeux sont absolument pas les mêmes. Le poids du numérique aujourd'hui est 10 fois supérieur au poids de l'informatique. Et le poids du système d'information, qu'on va définir comme toute l'activité qui aujourd'hui traite de l'information au sein de l'organisation, qu'elle soit dématérialisée, c'est-à-dire sous format numérique ou pas, eh bien, pèse 20 fois le budget informatique classique. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, il y a le côté producteur, qu'on a en économie classique, qui est le monde à la fois des éditeurs, des constructeurs, des sociétés de services, mais aussi au sein même de l'entreprise, de la DSI. C'est là où on met à disposition les nouveaux outils, les services associés. On est clairement dans le monde du producteur. Mais dès qu'on passe à ce qu'on appelle le numérique, on est dans le monde du consommateur. Et ça, on voit bien que ce n'est pas clair, déjà, cette distinction entre producteur et consommateur. D'ailleurs, en termes de valeur, je peux d'ores et déjà vous dire que le monde du producteur est extrêmement riche. Le monde du consommateur a beaucoup plus de mal, justement, à montrer la valeur créée. Pourquoi? Parce que le monde du producteur, il s'agit tout simplement de l'industrie informatique et télécom qui, comme vous le savez, est devenu le premier secteur économique mondial aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires généré, mais aussi de valeur ajoutée. Alors, la vraie question aujourd'hui, quand on parle de numérique, évidemment, le numérique n'est qu'une partie de l'enjeu. Et quand on parle de transformation numérique, on a bien compris que c'est la transformation de nos organisations. Mais en appelant ça numérique, on a tendance à favoriser un modèle, lequel, c'est tout simplement de dématérialiser toutes les activités. Eh bien, quand on prend un tout petit peu de recul, et sans faire appel aux grands gourous de la performance, ils vous diront tous la même chose, que ce soit dans le monde industriel ou le monde qui est le nôtre, c'est oui, d'un côté, il y a le monde de la machine quelque part, de l'automatisation, de la robotisation, etc. Mais la vraie question, quand on essaie de dessiner l'entreprise numérique, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette relation homme-machine, c'est-à-dire introduire l'outil dans une activité métier. Et il y a aussi toujours la question de se dire, au final, est-ce qu'il n'y a pas des activités qui mériteraient d'être traitées manuellement où la machine ne présente pas d'intérêt parce que des coûts trop importants et au final, on peut dégrader les facteurs clés de performance. Évidemment, aujourd'hui, le numérique, il y a une autre question, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire des traitements machine to machine? Et la vraie question de l'entreprise numérique du futur, c'est bien de se dire combien on met dans le machine to machine, combien on met dans l'human to machine, combien on met dans l'human to human, pour que tout simplement l'entreprise soit plus innovante et soit aussi plus performante. Puisque les deux grands leviers aujourd'hui de la performance d'une entreprise, c'est bien l'optimisation, faire toujours plus avec moins, à l'instar de ce que le modèle industriel d'ailleurs nous a amené, et de l'autre côté, c'est bien amener des nouveaux produits-services à valeur ajoutée qui permettront tout simplement de faire croître nos organisations. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit. Parce que quels sont aujourd'hui les grands leviers utilisés par, on va dire, les entreprises, alors comme les GAFAM, qui maîtrisent à la fois l'organisation telle qu'on vient de la présenter, mais aussi les différents leviers. Et il y en a trois. Il y a clairement le levier technologique. Mais vous verrez que malheureusement, le levier technologique est trop mis en avant. Il est important, certes, mais comme nous l'ont montré aussi les grandes réussites industrielles et le grand penseur de la révolution industrielle qui, derrière, avait pour but, Adam Smith, de montrer comment est-ce qu'on pouvait créer de la valeur, pour la première fois d'ailleurs, dans tout le cycle économique. C'est lui qui a bien théorisé la création de valeur et qui est le grand penseur de la révolution industrielle. Eh bien, Adam Smith nous a dit quelque chose de très simple. C'est qu'en prenant d'ailleurs l'exemple de la fabrique d'une aiguille, il nous a tout simplement montré que le premier sujet n'était pas tant la mécanisation que de repenser l'organisation du travail avec la spécialisation, puis ensuite l'organisation et ensuite seulement la mécanisation. Aujourd'hui, on a tendance à mettre le levier technologique trop en avant, le comment trop en avant. Et donc, quand on regarde les différents leviers, et on les remettra en perspective tout à l'heure,
Eh bien, il y a la techno, et effectivement, elle n'a jamais été aussi riche et foisonnante qu'aujourd'hui. Mais il y a aussi un levier qui est sans doute encore plus important, qui est le levier de la data. Alors la data, on l'a mise sous toutes ses formes, hein. Vous connaissez un peu le modèle d'Acoff avec la donnée, information, connaissance. Acoff rajoute la sagesse qu'aujourd'hui on résume à intelligence. Quand on a dépassé la connaissance, hein, quand on prend la voiture connectée, on parle bien d'intelligence artificielle. Et on en est aujourd'hui jusqu'à penser conscience, c'est-à-dire programmer aussi la machine à avoir une certaine conscience de ce qu'elle fait. Donc, clairement, le levier data est le deuxième grand levier aujourd'hui de transformation. Et il y en a un troisième qui est tout nouveau aussi par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent, qui est vraiment amené par cette nouvelle révolution qu'on ne devrait pas appeler du numérique, d'ailleurs, qu'on devrait au passage appeler révolution informationnelle et servicielle, hein, à l'instar de la révolution industrielle, c'est le levier digital. Alors pourquoi le levier digital? Parce qu'il y a des nouveaux concepts aujourd'hui qui permettent de faire des choses, alors des choses très classiques comme la dématérialisation qu'on connaît bien, mais aussi la désintermédiation, la plateformisation, on voit le rôle des réseaux sociaux, qui amène aussi du crowdsourcing, crowdfunding, freemium, inbound marketing, long tail, etc. Tout ça est susceptible aujourd'hui d'impacter la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc la question sous-jacente par rapport à ces trois leviers, c'était justement de voir où en étaient les entreprises aujourd'hui. Alors, sur les trois leviers, c'est une étude qui a été faite, pour le moment, elle vaut tout juste statistiquement quelque chose, parce qu'on est dans la centaine à peu près d'organisations, hein, qui ont été analysées. Eh bien, quand on regarde, tiens déjà, est-ce que les principaux leviers technologiques sont-ils connus? Alors, le but, c'est pas de s'arrêter au début de cette question, c'est est-ce qu'ils sont connus, mais surtout remis en perspective par métier de la chaîne de valeur, ou alors en regard de votre business model, puisque c'est bien ça l'intérêt. Hein, ce n'est pas d'amener de nouvelles technos pour de nouvelles technos, c'est bien de voir en quoi elles peuvent changer quelque chose au business model de l'entreprise ou à l'équation, hein, qui est liée à la chaîne de valeur. Et bien là, vous serez assez étonné, parce que quand on pose cette question, eh bien, il n'y a qu'une minorité d'entreprises qui disent oui, nous, ces technologies numériques, hein, la liste de gauche que vous avez vue, eh bien, elle est systématiquement, hein, ou fortement, totalement, remise en perspective avec notre fonctionnement, notre chaîne de valeur et notre business model. Donc ça, c'est un premier aspect. Ce n'est pas parce qu'on connaît une techno qu'aujourd'hui, on va créer de la valeur pour autant. Hein, vous l'aurez déduit par vous-même. Autre levier numérique, c'est la data. Là, la question que l'on pose est finalement la même. C'est est-ce que finalement la donnée sous toutes ses formes, hein, brute, donnée structurée, information ou connaissance, est-ce qu'à nouveau, on se pose la question de la donnée par rapport au fonctionnement, par rapport à la chaîne de valeur, voire par rapport à votre business model? Et là, eh bien, on s'aperçoit que plus de 3/4 des entreprises ont une difficulté. On parle peut-être aujourd'hui en majorité de data, de big data, de data science, mais quand on regarde combien d'entreprises véritablement remettent en perspective la donnée par rapport à leur fonctionnement, je dirais, intrinsèque, et par rapport à leur business model, ben on est obligé d'accepter qu'il n'en a qu'un quart, hein, qui est vraiment dans cette démarche-là. Enfin, le dernier levier numérique, ce sont les nouveaux concepts digitaux. Hein, on les a passés rapidement en revue. Le but n'est pas de les expliciter là, vous les connaissez sans doute pour la plupart. Mais là encore, une nouvelle fois, c'est ces concepts, est-ce qu'on les prend per se et on fait joujou avec, ou au contraire, on essaie de les mettre en perspective par rapport toujours au fonctionnement de l'entreprise? Eh bien là, vous verrez que près de 84%, hein, dans 84% des entreprises, disent clairement non, on les connaît certes, mais on ne les remet pas en perspective par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Donc vous verrez que la première conclusion sur les leviers est assez terrible, puisqu'en moyenne, près de 80% des entreprises connaissent ces leviers, mais ne les remettent pas en perspective par rapport à leur chaîne de valeur et par rapport à leur business model. Donc ça a été la première conclusion forte, hein, de cette étude, et je dirais que j'ai fait le tour du premier 3. Donc nous sommes là dans le deuxième défi. En fait, quand on analyse en détail toute cette littérature, toutes ces études qui ont pour but
d'essayer de comprendre quelles sont les clés et quelles sont vraiment les entreprises qui ont su profiter de cette transformation. En fait, on trouve une production assez importante sur justement pourquoi les entreprises n'ont pas réussi. Et c'est ce que je vais modestement partager avec vous, en citant évidemment quelqu'un qui a mis un pavé dans la mare terrible, c'est Robert Merton Solow, prix Nobel d'économie 1987, hein, qui dit, en gros, quand on lui demande d'analyser un livre sur la volonté ou non, ou l'intérêt ou non du gouvernement américain de rester dans l'ère industrielle, les États-Unis étant la première, à l'époque encore, première puissance industrielle mondiale. Et il étudie en fait un ouvrage, hein, qui va disséquer et faire une tribune qui va devenir célèbre, où quelque part les auteurs, hein, qui sont deux professeurs de Stanford, expliquent, Cohen et Zisman, expliquent en gros que au final, l'économie américaine a intérêt à rester dans le monde industriel, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que on va de plus en plus robotiser, donc le facteur coût humain sera négligeable, hein, dans le futur. C'est ce que d'ailleurs les Allemands en Europe ont bien compris. Mais en même temps, il y a un autre élément, c'est que en matière d'informatisation, de robotisation, les Américains sont clairement leaders. Et donc, c'était tout l'intérêt, quelque part, c'était en tout cas leur thèse, et le conseil, quelque part, au cabinet de la Maison-Blanche, c'était tout simplement de dire il faut rester, effectivement, dans le secteur industriel, on a tout intérêt. Et surtout, il y a une phrase qui est assez terrible et qui va faire sursauter le nouveau prix Nobel d'économie Solow, c'est de toute façon, à partir du moment où on informatise, la productivité sera au rendez-vous. Et là, Solow réagit fortement en disant bah, pas du tout. Pourquoi dites-vous ça? C'est une affirmation qui n'a aujourd'hui aucune tenue scientifique. D'ailleurs, toutes les études de mes collègues macroéconomistes montrent que nous, Américains, qui avons informatisé bien avant tout le monde, avec 10 ans, 15 ans d'avance, eh bien aujourd'hui, tous les indicateurs montrent que la croissance de notre productivité est bien inférieure à ceux qui n'ont pas informatisé et donc qui ont naturellement, hein, cherché des gains de productivité année après année sans l'outil informatique. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Solow. Alors, évidemment, c'est une vision macroéconomiste. Certains pourraient dire, oui, mais la macroéconomie n'est pas toujours représentative de ce qui se passe sur le terrain. En fait, une autre étude terrible, alors là, c'est plusieurs études, montrent qu'aujourd'hui, si on prend les projets de nature informatique, c'est-à-dire des projets où il y a une composante informatique, eh bien, il n'y aurait que 5 à 10% de ces projets-là qui seraient en mesure de montrer la valeur une fois la solution mise en production. Valeur qui a été promise au comité d'investissement ou au comité de direction. Que 5 à 10%. Ça veut dire que d'un point de vue micro-informatique, on a aussi montré aujourd'hui, on a alors une multitude d'études qui non seulement peuvent être globales, mais aussi par technologie. C'est-à-dire que si on prend les ERP, on prend les outils CRM, on prend le big data, on prend aujourd'hui les IoT, on prend aussi, une des dernières qui est sortie, c'est sur l'IA, eh bien, elles convergent tous en disant qu'il y a maximum 10% des projets qui utilisent ces technologies qui sont en mesure de montrer une valeur ajoutée après mise en production et de la mesurer et que cette valeur ajoutée soit conforme à ce que l'on avait promis au comité de direction, au comité d'investissement. Donc là, on fait face à un défi qui est, pour moi, le défi le plus important. C'est le défi de la création de valeur. C'est ce qui rassurera tout le monde, nos directions générales et évidemment nos administrateurs, nos investisseurs, etc. Alors pourquoi aujourd'hui les entreprises ont-elles autant de mal à créer de la valeur? Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a trois grandes raisons. La première, c'est ce qu'on appelle le fantasme technologique. Il y a beaucoup d'organisations qui pensent qu'il suffit de prendre une des technos que je vous citais en introduction, hein, dans les fameux leviers technologiques, pour penser que en se l'accaparant, en faisant un projet, alors ça peut être un projet type IoT, Smart Grid, IA, etc., la valeur sera au rendez-vous. La réponse est non. Ce n'est pas la technologie elle-même qui va faire la différence, mais on le voit bien, la solution. Ça a été démontré d'ailleurs scientifiquement.
Tous ceux qui y réussissent, ils parlent solution d'entreprise, ils ne parlent pas solution informatique. Donc c'est clairement le premier facteur, le fantasme technologique. Le deuxième que révèlent la plupart des études, et là, c'est un terme qui malheureusement n'est quasiment plus utilisé, c'est le terme de gouvernance. Pourtant, la gouvernance est fondamentale. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'informatique qu'on a réussi à démontrer une corrélation entre la performance d'une entreprise et son informatique. C'est basé sur quoi? Ben, non pas sur ses budgets, non pas sur les technos qu'elle utilise, mais tout simplement sur son niveau de maturité en gouvernance informatique, numérique, système d'information. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les entreprises de créer de la valeur? C'est une gouvernance déficiente. Alors, si je devais le résumer, souvent on me dit, oui, mais Christophe, c'est quoi la gouvernance? Évidemment, il y a des définitions officielles, c'est avoir une stratégie à 5-10 ans qui soit totalement intégrée dans la stratégie d'entreprise. C'est justement le processus de création de valeur, la gestion des risques, la gestion de la performance, bref. Aussi l'organisation, les rôles et responsabilités. Donc, on a des définitions très précises. Mais en un mot, c'est le niveau d'implication de la direction générale. Plus une DG s'implique, plus l'entreprise crée de la valeur au travers de ses projets à composante informatique. Donc ça, c'est le deuxième élément qui ressort des études scientifiques, c'est tout simplement le rôle du DG. Et quand le DG délègue à son directeur financier, à un CDO, ben en gros, ça ne marche pas, on ne crée pas de valeur. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'on est encore trop sur de l'ingénierie informatique versus l'ingénierie du système d'information. Et vous aurez compris que cette troisième raison fait écho à la première, c'est qu'on est dans une logique où il y a encore des entreprises qui parlent de projet informatique, plutôt que de parler de projet d'entreprise. Repenser quelque part sa gestion commerciale, c'est d'abord un projet d'entreprise avant d'être un projet de CRM, entre guillemets. Et donc, voilà, en résumé, les trois grandes raisons qui empêchent un certain nombre d'entreprises, on verra même une majorité, de créer de la valeur. Fantasme techno, gouvernance déficiente et ingénierie IT plutôt qu'une ingénierie système d'information. Alors là, à nouveau, si on se retourne vers notre enquête sur les trois pièges à éviter, on a posé des questions, vous verrez, simples. Est-ce que les métiers, dans votre entreprise, ont-ils tendance à vous demander des outils, des solutions informatiques, ou plutôt de vous parler de leurs besoins à satisfaire? C'est d'un côté, on a le comment, et de l'autre côté, on a le quoi. Les résultats, là, ont été pour moi cinglants. Très honnêtement, je dois vous avouer, je ne m'attendais pas à ça. Parce que 85% des entreprises, les répondants nous disent très clairement, l'immense majorité disent que nos interlocuteurs métiers nous demandent des solutions IT plutôt que de nous parler de leurs problématiques et de ce qu'ils attendent. Et qu'on travaille ensemble, évidemment, pour identifier quelle serait la solution optimale à quelque part à imaginer. Donc ça a été aussi pour moi une claque terrible qui confirme clairement cette logique de fantasme technologique où le métier a un souci, quelque part la solution est un progiciel. Non, évidemment que c'est non. Le deuxième touche à la gouvernance. La gouvernance est-elle satisfaisante? En sous-jacent, c'est est-ce que la direction générale s'implique-t-elle suffisamment? Vous verrez qu'il n'y a qu'un tiers des entreprises qui possèdent une gouvernance qu'on va appeler... alors, je crois que j'ai un problème sur le terme, parce que excusez-moi, je l'ai fait à l'envers. C'est parce que je regardais les résultats en même temps. Donc, c'est seuls 21% pensent avoir une gouvernance satisfaisante. C'est ça que je voulais dire. C'est quelque part le carré du bas. Et en fait, on a un tiers qui dit clairement que sa gouvernance est totalement déficiente. C'est les 29 plus 3%. Clairement, la gouvernance est quasiment au stade en niveau maturité zéro. Donc, il est évident que là, on n'a aucune chance de créer de la valeur. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on a des outils informatiques qu'on plaque sur l'organisation sans aucun changement. Et en fait, de fait, on va dégrader les coûts par unité d'œuvre métier, ce qui fait qu'en général, l'organisation est même moins performante après qu'avant.
Et puis nous-mêmes, hein, dans des approches d'audit qu'on a pu faire de performance, on s'est aperçu, je prends l'exemple d'un SIRH, parce que c'est un exemple un peu caricatural, là, où après avoir mis la solution en place qui était bien dans le cadre magique de Gartner, en haut à droite, c'était HR Access pour ne pas les citer, eh bien, une entreprise nous fait venir toute fière en nous disant, ben voilà, on a réussi à mettre ça en place, on a SAP sur tout ce qui est supply chain, on a HR Access sur tout le côté SIRH, enfin voilà, pensez être vraiment top de top. Et quand on analyse quelque part les grands indicateurs de performance, eh bien, pour vous donner qu'un exemple, le coût du bulletin de paie qui est assez connu, hein, c'est 3 à 5 euros par mois par collaborateur, vous savez à combien il était passé? Entre 35 et 40 euros. Hein, après mise en place d'une solution qui ne faisait que de la paye et gérer effectivement les collaborateurs sans fonctionnalité particulière en plus. Donc on ne se rend pas compte que le simple fait d'avoir une gouvernance qui soit déficiente peut très clairement être une source de sous-performance pour l'organisation. Voilà le deuxième piège. Et le troisième, c'est la notion de projet informatique. Alors, pour rien vous cacher, évidemment, dans mes séminaires, souvent, j'utilise cette phrase-là, mais qui est un peu simpliste et ne m'en voulez pas, c'est de dire on est quand même la seule discipline d'ingénierie où on appelle une partie le tout. Hein, on n'a jamais vu ça dans le bâtiment, on n'a jamais vu ça dans l'ingénierie de recherche en santé et autres, j'ai jamais vu ça. En informatique, c'est comme si vous refaites une pièce dans laquelle je suis aujourd'hui et vous dites, tiens, le plus compliqué, le plus cher, c'est l'installation électrique. On appelle ça pas pour autant projet électrique. Ce sera toujours un projet de bâtiment, un projet de réno. Donc, la notion de projet informatique a évidemment plus aucun sens. Mais quand on pose la question, est-elle encore aujourd'hui d'actualité dans vos organisations? Ben là aussi, j'étais moi-même surpris, puisque près de 84% disent clairement oui, hein, de moyennement, fortement ou totalement. Ça veut dire qu'on est très loin de se dire ce que l'on fait aujourd'hui, ce sont essentiellement des projets d'entreprise. Et vous savez très bien le biais qu'on a connu quand on parle de projet informatique, c'est qu'une déresponsabilisation des métiers, déresponsabilisation de la direction générale, et au final, ça devient un projet techno. Donc, il n'y a aucune chance de créer de la valeur. Donc, voilà, hein, quelque part en statistique, un petit peu ce qui est ressorti. Et on était très étonnés quand vous regardez les différentes statistiques, les 84% ici, le taux de gouvernance satisfaisante qui finalement serait que de 21%. Donc, dans 80%, ce n'est pas satisfaisant. Et si vous prenez le fait d'exprimer son besoin en outil plutôt qu'en solution, on est à 85%. C'est-à-dire qu'en moyenne, 80 à 85% des entreprises aujourd'hui tombent dans un des trois pièges, voire les trois en même temps, ce qui est quand même assez critique. Sur les trois facteurs clés de succès. Alors, effectivement, là, vous allez voir qu'on va rentrer sur trois facteurs clés de succès qui sont peut-être moins naturels. Et là, ce que vous voyez, c'est évidemment un des hommes les plus influents au monde. Hein, c'est tout simplement le père du World Economic Forum de Davos. Et puis les Suisses ne m'en voudront pas de le citer. Le fameux professeur Klaus Schwab, hein, c'est lui qui invite tous les grands de ce monde chaque année à Davos. Et Schwab a commis un livre qui est assez terrible, puisqu'il essaie d'expliquer ce qui se passe, et il appelle ça la quatrième révolution industrielle. Alors, je vous rassure, il y en a plein d'autres qui parlent aujourd'hui de l'informatique comme la quatrième révolution technique, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut complètement tordre le cou à ça. Pourquoi? Parce que ce que montre justement l'étude, cette fois-ci, des entreprises qui réussissent, notamment les GAFAM, certains les appellent les nouveaux barbares, hein, notamment en France, c'est qu'il faut clairement dépasser la culture industrielle. Pourquoi? D'abord, il y a une caractéristique qui revient dans tous les cas emblématiques de succès, et vous verrez que les GAFAM, les Natou, les Batix ne me contrediront pas, c'est qu'elles ont une stratégie d'entreprise qui est complètement fondue avec leur stratégie numérique. Hein, les deux sont fondus. Il n'y a plus d'alignement, une qui est faite avant l'autre et l'autre qui essaie de s'adapter ou d'y répondre au mieux. Non, elles sont fondues. Mais il y a une autre caractéristique, c'est qu'elles mettent la donnée au centre. La donnée, hein, comme vraiment la logique de matière première, comme l'était la matière première dans le monde industriel, elles sont clairement dans des stratégies numériques que je vais appeler data-centric.
Et alors, il y a un autre élément qui est nouveau par rapport à ce qu'on connaissait dans le monde industriel, où quelque part son chiffre d'affaires était toujours basé sur son savoir-faire. Hein. Je sais construire une voiture, mon chiffre d'affaires et mon activité viendra de la construction et la vente d'automobiles. Pas aujourd'hui, forcément, dans le monde aujourd'hui, ce qu'on appelle l'informationnel et serviciel, puisqu'on voit bien, sans doute un des meilleurs exemples, c'est Google. Son vrai savoir-faire, là où il investit encore de loin le plus, c'est dans son moteur de recherche, ben, il en tire zéro. En fait, on va voir, c'est des business models asymétriques à plusieurs bandes. Certains les appellent bifaces. Moi, je préfère presque donner l'image du billard en disant plusieurs bandes. Pourquoi? Parce que je donne mon savoir-faire gratuitement, pour le cas de Google, j'attire effectivement une audience importante, et vous connaissez la suite. Hein, la suite, c'est simple, je monétarise quelque part cette audience, je deviens une agence de publicitaire, mais en même temps, je capte ce que font les uns et les autres, hein, qui passent devant ma devanture, et je vends la data. Voilà quasiment 100% du chiffre d'affaires de Google, qui est sur la deuxième et sur la troisième bande. Donc, aujourd'hui, les stratégies sont plus comme les stratégies d'avant. Ce sont des stratégies data-centriques et où on pense business model asymétrique. Deuxième élément, qui est un élément vraiment caractéristique des entreprises qui réussissent, hein, soit des entreprises, je dirais, traditionnelles, qui réussissent leur transformation, soit évidemment les nouveaux venants, c'est toujours simple hein, quand on commence de zéro, eh bien, c'est qu'on privilégie clairement la culture valeur versus la culture coût. C'est clair que la culture coût a été largement dominante quand nous sommes nés, nos profs sont nés, nos parents sont nés. Mais pourquoi? Parce que ce qui a créé le plus de richesse, c'était tout simple, c'était très simple. Hein. C'était de faire plus avec moins. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est né dans une certaine partie du cycle économique. C'est le modèle industriel mature. On n'est pas né au début où ça foisonnait. On était clairement dans une culture de la valeur, de l'innovation. On est né quand les grandes inventions étaient derrière nous dans le monde industriel, la télé, la voiture, l'avion, etc. Donc, qu'est-ce qui créait le plus de richesse? Est-ce que c'était d'innover? Non, c'était vraiment d'améliorer, de faire toujours plus avec moins. Et donc, on voit que la culture coût est très prégnante encore dans nos organisations. Or, ce qui caractérise aujourd'hui les entreprises de la nouvelle génération, c'est que certes, elles cherchent à optimiser d'un côté, mais quoique aujourd'hui Microsoft, Google, etc., ne cherchent pas vraiment à optimiser. Amazon, oui. Mais très clairement, on voit que la dominante, c'est la culture valeur, la culture de l'innovation. Hein, c'est le fameux Always Day One de Jeff Bezos d'Amazon qui dit à chacun de ses collaborateurs, quand vous rentrez chaque matin dans mon entreprise, eh bien, faites comme si c'était le premier jour, mettez tout en question, essayez de vous assurer que ce que vous faites, c'est vraiment de l'état de l'art, c'est le mieux qu'on puisse imaginer. Pourquoi? Parce que contrairement à la révolution industrielle où les cycles étaient lents, dans la révolution informationnelle et servicielle, les nouveaux business models peuvent changer du jour au lendemain. Et donc, ils ont conscience, hein, cette nouvelle génération d'entrepreneurs, dont Elon Musk est sans doute la figure la plus emblématique, eh bien, que la culture valeur est clé, est devenue clé dans des cycles qui se sont largement raccourcis. Et enfin, le troisième le facteur clé de succès, et ça, c'est peut-être plus surprenant, c'est que la pensée analytique qui est parfaite quand on est dans un domaine qu'on souhaite optimiser, hein, qui reflète la culture coût, la culture d'optimisation, eh bien, quand il s'agit de repenser les modèles, malheureusement, n'est pas l'approche hein, qui est la plus percutante, la plus pertinente. En fait, on s'aperçoit que, et je répète, Elon Musk en est un exemple plus que probant, la pensée systémique, qui est de mettre à plat hein, l'ensemble des acteurs, les relations entre ces acteurs, de repenser l'écosystème, eh bien aujourd'hui amène hein, de nouvelles façons de faire, des innovations sans forcément être un technicien. À la base, Elon Musk n'est pas un spécialiste de l'industrie automobile. À lui tout seul, il est en train de changer ce secteur. Elon Musk, il est actuellement sur 12 secteurs dont il est en train d'en révolutionner 8, c'est certain. Et quand on dit révolutionner, c'est sans doute les ubériser, hein, dont aussi SpaceX que vous connaissez. Je ne vais pas citer Neuralink. Il y en a, ou The Boring Company, hein, qui fait des trous et des tunnels à une vitesse absolument folle. Donc la pensée systémique, très clairement, est aujourd'hui une des caractéristiques, un des facteurs clés de succès des entreprises qui réussissent leur transformation. Donc vous aurez compris que la conclusion, en tout cas de ceux qui réussissent, une stratégie numérique avec des business models asymétriques et data-centriques,
la culture valeur qui doit être privilégiée, et enfin la pensée systémique. Et donc, c'est le moment de tuer cette fameuse thèse qui est de dire on est dans une nouvelle révolution industrielle. Non, on est dans une nouvelle révolution informationnelle et servicielle. Et donc, il faut repenser les modèles, mais différemment, pas avec les réflexes que l'on a appris ou qu'on nous a appris à l'école et dans le monde qui est le nôtre quand on l'a connu et quand on a commencé notre carrière. Alors maintenant que j'ai dit ça, finalement, et je terminerai par là, après un dernier modèle, c'est finalement ces facteurs clés de succès. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on pose la question, avez-vous une stratégie numérique à jour, validée par la direction générale, intégrant notamment les notions de business model asymétrique et orienté données? Regardez le résultat. 70% des entreprises, clairement, ne possèdent pas de stratégie numérique en phase avec ces enjeux. Si on prend maintenant les 8%, il y aurait donc moins de 10% des entreprises qui disent nous, on essaie de le faire. On essaie aujourd'hui de repenser notre stratégie. Déjà, ça veut dire avoir une stratégie, mais en pensant business model asymétrique, passer par exemple d'une logique produit à une logique service, c'est déjà, c'est quand même du B à bas aujourd'hui, et qui met la data au cœur. Premier élément. Donc, que 70% qui sont déjà hors jeu, entre guillemets. Déjà, quand je dis que, c'est énorme, 70% évidemment. Si je prends le deuxième facteur clé de succès, qui est la culture valeur, eh bien là, très clairement, la majorité dit qu'on n'a pas de culture de valeur, on n'a pas de culture d'innovation. Il n'y en aurait que environ un peu moins d'un quart, entre 20 et 25%, qui disent au final, nous, on a une culture valeur, d'innovation, mais qu'on applique aussi bien sur le run que sur le build. Parce que souvent, de manière un peu naïve, quand on aborde la valeur, on pense que la valeur vient que des projets. Non, non, il y a énormément de valeur qui se crée aujourd'hui au travers simplement de l'optimisation du fonctionnement, repenser la manière dont on travaille. Il y a de l'innovation aussi dans le run. Et donc, très clairement, on n'aurait que 22% qui seraient dans ce cas-là. Et enfin, dernier facteur clé de succès, c'est la pensée systémique. Et là, évidemment, c'est le résultat, je dirais, le moins élogieux qu'on puisse avoir dans toute l'étude qu'on ait pu faire, puisqu'il n'y a que 4% des entreprises qui disent nous-mêmes, on essaie de s'efforcer aujourd'hui de penser différemment les choses et d'essayer d'intégrer la pensée systémique à nos nouvelles approches. Voilà donc pour un petit peu ce que je voulais vous dire sur le troisième défi. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être juste une synthèse sur ce qu'on appelle le processus de transformation. Comme ça, on laissera après place aux questions pendant un quart d'heure. En fait, on s'aperçoit que finalement, ce processus de transformation répond on peut l'appeler aussi processus de modernisation, à un certain nombre de phases. En fait, on ne peut pas avoir aujourd'hui un processus de transformation si on n'a pas une stratégie, ce que les études ont démontré. Et la stratégie, c'est vraiment une approche top-down qu'on fait une fois tous les 3-5 ans. Vous savez que la pensée stratégique, aujourd'hui, c'est le fer de lance depuis 1978 de l'économie chinoise. Eux ne jurent que par ça. Et les Chinois ont tendance à penser à 50 ans. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient en train de nous dépasser dans pas mal de secteurs. Et parallèlement à la stratégie, on a l'innovation. Et pourquoi l'innovation est aussi importante? Parce qu'on va voir que c'est le complémentaire de la stratégie. La stratégie, je la fais une fois tous les 3-5 ans. L'innovation, c'est en continu. La stratégie, c'est un process top-down. L'innovation, c'est un process bottom-up, où chaque collaborateur, potentiellement, à l'instar de ce que disait Jeff Bezos, always day one, peut être porteur d'innovation. Ça amène des idées. Alors souvent, chez les latins, les idées font peur parce qu'on se dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget de mener toutes ces idées. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, j'aurais pu mettre la gestion de l'investissement, gestion de portefeuille de projet. J'ai voulu mettre analyse de la valeur. Parce que justement, il y a un filtre qui a pour but de se dire quelles sont les meilleures idées. Et pas dans l'absolu, c'est les idées en phase avec notre mission, notre vision d'entreprise. Et c'est ça qui va tout simplement nous permettre de sélectionner les projets les plus pertinents, entre guillemets. Alors après, évidemment, la discipline gestion de projet, on la connaît, c'est ce qui va nous amener des solutions. Et après solution, on aura la gestion du changement. Et donc, ce processus de transformation et de modernisation, il est aujourd'hui bien connu. On a une phase d'idéation, qu'on retrouve d'ailleurs dans les modèles aussi agiles, une phase de valuation, qui est vraiment de valorisation, on aurait pu mettre aussi sélection, et on a une phase très clairement de réalisation, et enfin, on a une phase de change qui est très importante.
Alors souvent, on me dit, mais Christophe, est-ce que tu pourrais mesurer chez nous le niveau de performance de notre process de transformation? Ben, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que le processus de transformation, finalement, c'est une chaîne d'activités, de disciplines managérielles qui s'enchaînent jusqu'à arriver à la gestion de projet, à la gestion du changement. Ben, vous savez, la performance d'une chaîne, c'est tout simplement la performance du maillon le plus faible. Et donc, ce qui est important, c'est que je vois par exemple des entreprises qui sont des cadors dans la gestion de projet. Vraiment, elles valent entre 19 sur 20. Le seul souci, c'est qu'elles ne sélectionnent pas les bons projets. Parce que l'analyse de la valeur est déficiente. Parce qu'elles n'ont pas forcément les idées les plus pertinentes. Donc, elles font très bien les mauvais projets. Donc, vous voyez qu'en fait, l'idée du processus de transformation, c'est de se dire, attention, ce n'est pas juste la gestion de projet, par exemple, agile, qui est sans doute une très bonne idée, qui va faire la différence. C'est que c'est l'ensemble de la chaîne sur laquelle on doit effectivement performer. Et si possible, au moins dans un premier temps, il vaut mieux être moyen sur chacune des composantes, qu'être très fort sur certaines, comme la stratégie, et très faible sur d'autres, comme l'analyse de la valeur ou la gestion du changement, par exemple. Merci à toutes et à tous. Merci Christophe pour ton expertise et ton excellente présentation. Et donc bonne soirée et à très bientôt donc pour les nouveaux rendez-vous en terre numérique.